Si maintenant, pour le test omnibus, l'hypothèse nulle est rejetée, on sait que le modèle est significatif, mais après, on veut savoir si tous les paramètres sont vraiment nécessaires dans le modèle ou si on sait réduire le modèle. Pour ça, on va faire des tests individuels pour voir si on va garder la variable ou pas. Donc, l'hypothèse nulle de ce test est que le coefficient bêta est égal à 0 et l'hypothèse alternative est que bêta est vraiment pas égal à 0. La statistique du test va prendre la même forme que celle qu'on a introduite pour la régression multiple. Donc, ce sera l'estimation du paramètre divisé par son écart type, mais dans ce cas-ci, sous l'hypothèse nulle, cette valeur va suivre la loi normale et pas la loi Student. En R, comme dans la plupart des logiciels, l'output de la procédure JLM va proposer ce test par défaut. L'output de la procédure JLM va vous donner ici les valeurs Z et les valeurs P correspondantes. On voit que la variable NAP est significative, la valeur P est plus petite que 5%, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Le test Omnibus avait déjà confirmé que le modèle est significatif et vu que le modèle contient qu'une seule variable, c'est logique que la variable NAP est significative. Pour l'exemple des saumons, on avait déjà testé si globalement les deux variables freshwater et marine étaient utiles pour le modèle. Si maintenant on regarde aussi les deux tests individuels, on voit que les deux tests individuels nous indiquent que les deux variables sont utiles dans le modèle. Les valeurs P sont très petites et donc on va rejeter l'hypothèse nulle et ça veut donc dire que les deux variables freshwater et marine, les deux seront utiles à garder dans le modèle. Si le test individuel indique que certaines variables ne sont pas utiles, ne sont pas significatives, ça vaut la peine de comparer les deux modèles emboîtés, donc le modèle complet qui utilise les P variables et le modèle restreint qui va utiliser K variables où K est plus petite que P. Cette comparaison va vous indiquer si ça vaut la peine de supprimer ces variables qui n'ont pas l'air d'ajouter d'informations additionnelles dans le modèle. De nouveau, cette comparaison est exactement la même idée que dans le cas de la régression linéaire classique. Ce qu'on va faire, c'est de tester l'égalité à 0 des paramètres additionnels dans le modèle complet par rapport au modèle restreint versus l'alternative que au moins 1 est non nul. Donc, qu'il y a au moins une variable explicative qui va apporter quelque chose dans le modèle. Dans le modèle linéaire classique, on utilisait la somme des écarts au carré pour faire cette comparaison, mais ici, pour le modèle GLM, on va simplement comparer les déviances résiduelles. On va calculer la différence entre la déviance résiduelle du modèle restreint et la déviance résiduelle du modèle complet, et sous l'hypothèse nulle, cette différence va se comporter comme une loi chi carré à p moins k degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté va correspondre à la différence entre le nombre de paramètres du modèle complet et le nombre de paramètres dans le modèle restreint. Si par exemple on va comparer un modèle complet, donc un modèle qui utilise freshwater et marine, et un modèle restreint qui a supprimé la variable marine, on trouve évidemment qu'on ne sait pas supprimer cette variable marine. Donc, on trouve que la différence entre les deux déviances résiduelles est trop large pour qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Pour des modèles avec peu de variables, les tests individuels donnent déjà une bonne idée, une bonne indication pour voir quel modèle complet va rester compétitif par rapport au modèle restreint éventuel. Par contre, si vous avez beaucoup de variables, ça devient assez complexe pour construire un grand nombre de modèles restreints pour comparer avec un modèle complet. Et donc, comme on a fait dans la régression multiple classique, on doit essayer de trouver une technique pour sélectionner les variables dans le modèle. Le modèle obtenu de cette manière ne sera pas le modèle optimal entre tous les modèles possibles, mais
Cette technique va vous amener à un modèle qui est possiblement adéquat. Il existe différentes stratégies pour faire cette sélection de variables automatiques. Il y a la sélection descendante ou backwards. Donc on commence avec toutes les variables et puis on les élimine une à une tant que c'est possible. Il y a la sélection ascendante, donc forward selection. Là, on commence avec un modèle vide et on va ajouter des variables une à une, ou on pourrait mélanger les deux techniques. Cette sélection de variables peut naturellement pas se faire avec les valeurs R carré, car dans le contexte des GLM, on n'a pas ces valeurs R carré. Et donc, le critère qu'on va utiliser, c'est le critère AIC, Aikaike Information Criterium, qu'on peut adapter pour les modèles GLM. Dans la sélection de variables, on doit éviter que des modèles avec trop de paramètres vont toujours gagner, car dans ce cas, on va toujours se terminer avec des modèles trop complexes. Donc ici, on va travailler avec le critère AIC, le critère AIC qui va pénaliser le nombre de paramètres estimés, donc qui va augmenter avec une augmentation de nombre de paramètres dans le modèle. Et d'autre côté, le AIC va diminuer si la vraisemblance va augmenter. On doit donc trouver une balance entre le nombre de paramètres utilisés dans le modèle et la vraisemblance du modèle. On va donc choisir la variable à ajouter ou à enlever de manière à chaque étape prendre la valeur AIC minimale. Illustrons cette sélection de variables avec l'exemple RIX, mais on va maintenant considérer toutes les variables explicatives possibles et prenons ici une sélection ascendante. On commence donc avec le modèle nul, le modèle vide, qui contient seulement la composante fixe, l'intercept alpha. Pour ce modèle, le critère AIC a une valeur 323,75. Après, j'ajoute chacune des variables possibles et je vais calculer la valeur AIC pour chaque de ces modèles. Si on fait ça, on va constater que l'opération optimale consiste à ajouter la variable weak, car cette variable a la valeur AIC la plus petite. Le modèle actuel maintenant est le modèle qui contient la variable weak, donc c'est le modèle alpha plus bêta étoile fois la variable weak. Rappelons que la variable weak était une variable qualitative avec 4 catégories. Et donc, bêta étoile va correspondre à 3 paramètres car il y aura 3 demi-variables. L'AIC actuel est de 243. Et après, on va introduire chacune des autres variables possibles et recalculer la valeur AIC. Si on fait ça, on voit que c'est possible d'encore diminuer la valeur AIC en ajoutant la variable NAP dans le modèle. Et on continue. Donc on a maintenant le modèle alpha plus bêta étoile fois weak plus bêta 1 fois la variable NAP et une valeur AIC actuelle de 205. Si maintenant on ajoute chaque variable à la fois, donc angle, grain size et humus, on voit qu'il est impossible de diminuer la valeur AIC. Donc aucun ajout va permettre d'améliorer le critère AIC et donc selon la technique de sélection ascendante, le modèle optimal est composé de 2 variables, la variable weak et la variable NAP. Ici, vous voyez l'estimation du modèle optimal selon la sélection ascendante. On a effectivement les 3 paramètres pour la variable weak, donc les 3 variables demi qui vont correspondre aux 4 catégories de la variable weak. Et on a aussi une estimation pour NAP qui est toujours négative. Ce qui est logique car la richesse en diversité va diminuer si le NAP augmente. Et finalement, vous voyez aussi ici la valeur AIC finale de 205, ce qui permet de confirmer ce qu'on a obtenu avec la sélection ascendante.